Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. La situation des travailleurs a été abordée par la ministre du Travail, Adidiatou Matisse, lors d'une interview accordée à un média de la place. Elle a énuméré les réformes engagées dans l'administration publique par le gouvernement en place depuis quelques années. En visite de travail au Bénin depuis quelques jours, la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie Biaïma, a été reçue par le chef de l'État, Patrice Talon, mardi 10 septembre dernier au Palais de la Marina. C'est entre autres dans le cadre d'une évaluation des initiatives et progrès réalisés par le Bénin en matière de lutte contre le VIH-Sida. En France, le procès de viol de Mazan est suspendu jusqu'au lundi prochain dans l'attente du retour du principal accusé. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue dans un entretien spécial accordé aux confrères de la télévision nationale. La ministre du Travail et de la fonction publique, Adidiatou Matisse, s'est prononcée sur l'état des lieux de la fonction publique et sur l'amélioration des conditions de vie des travailleurs ainsi que des différentes réformes engagées dans l'administration publique depuis 8 années de gestion. On l'écoute pour plus de précision. L'administration béninoise se porte mieux que par le passé. En effet, elle s'est engagée dans un processus de sa transformation, de sa modernisation pour devenir une véritable administration de développement. Comme vous le savez, dans tous les secteurs de l'administration, des réformes ont été mises en œuvre depuis 2016, qu'il s'agisse de la justice, de l'agriculture, des finances, du travail de la fonction publique, la culture, le tourisme, la sécurité et la défense, les infrastructures routières, le cadre de vie. En tout cas, aucun secteur n'est laissé de côté. Si bien qu'aujourd'hui, on peut conclure que l'administration est sur la voie de sa modernisation. En ce qui concerne mon secteur, ce qu'on peut retenir, c'est la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel favorable à une administration intelligente et efficace, le réaménagement des horaires de travail pour permettre aux agents de l'État de sortir plus tôt, de s'épanouir un peu, de voir les enfants en éveil avant de se coucher. Nous avons également modernisé la gestion des ressources humaines de l'État, amélioré les conditions de travail des agents et surtout, nous avons développé les e-services pour rapprocher l'administration des administrés. Voilà ce que je peux dire en gros par rapport à l'état des lieux aujourd'hui de l'administration publique, comme je l'ai dit, qui se développe pour devenir une administration qui donne satisfaction aux populations en général et à ses usagers en particulier. Parlant de la dématérialisation, elle fait partie des piliers du PAG 1 et 2, dont l'objectif est de moderniser, disons, l'administration, bien sûr, comme je l'ai dit, et en mettant en place des services accessibles à tous en tout lieu. Et donc, voilà la dématérialisation, ce que je peux dire,
qui rend des services plus efficaces à bonne heure aux usagers. Pour ce qui concerne les guichets communaux de services publics et les guichets SRU installés au niveau des directions départementales, nous avons pensé les mettre en place surtout pour permettre aux agents de l'État de rester à leur poste de travail et d'améliorer leur productivité. Vous savez, avant 2016, les agents de l'État abandonnaient beaucoup leur poste de travail pour être à la recherche de leurs actes à Cotonou, Porto-Novo, lorsqu'ils sont de l'enseignement primaire ou maternel, donc à la recherche de leurs actes administratifs. Ils viennent aussi au niveau du ministère du Travail. Quand moi j'avais pris fonction au ministère du Travail, c'était vraiment comme un petit marché. Les agents allaient et venaient. Et dès lors que l'acte est pris, les agents se dirigent vers le ministère des Finances, où là-bas aussi il y avait du beau monde. Donc, nous avons dématérialisé, comme je l'ai dit, la gestion des ressources humaines de l'État, ce qui fait que nous avons mis en place dans ce cadre-là un système qui permet de prendre l'acte dans le dit système et de le transmettre directement au ministère de l'Économie et des Finances, sans que l'agent ait à courir derrière un agent du ministère du Travail pour la prise de l'acte. Et dès lors que l'acte est transmis par le système au ministère de l'Économie et des Finances, il intervient automatiquement le changement de son salaire, donc l'augmentation de son salaire. Ceci a fait que les agents restaient un peu plus à leur poste de travail, mais ce n'est pas suffisant. Ils veulent aussi avoir l'acte, détenir l'acte par devers eux. Alors, nous avons donc pensé mettre en place ces guichets communaux de services publics installés au niveau de 20 communes pour le moment et les guichets SRU au niveau des directions départementales du travail et de la fonction publique. C'est pour ceux qui n'ont pas le moyen de télécharger leur acte à partir de leurs propres appareils. Sinon, depuis leur lit, depuis leur bureau, les agents de l'État qui s'y connaissent, ils peuvent tirer facilement leurs actes. Dès lors que l'acte a paru, ils consultent le portail des démarches administratives du ministère du Travail et de la fonction publique. Dès qu'ils constatent que l'acte est pris, ils peuvent le télécharger eux-mêmes. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens de les télécharger eux-mêmes, leurs actes que nous avons mis en place. Ces guichets, voilà. Et qui fait qu'ils sont quand même plus proches de leur service. Ils peuvent obtenir rapidement leurs actes, les télécharger et retourner au service sans avoir parcouru de longues distances à venir à Cotonou. Retrouvez l'intégralité de l'émission sur nos plateformes. La directrice exécutive de l'ONU-SIDA et secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Winnie Byanyima, dans le cadre de son séjour de travail au Bénin, depuis le 9 septembre dernier, a rencontré le chef de l'État, Patrice Talon, mardi 10 septembre. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une évaluation des initiatives de santé publique et les progrès réalisés par le Bénin en matière de la lutte contre le VIH-SIDA, selon une publication du gouvernement. Et l'objectif est de mettre en lumière l'engagement du Bénin à collaborer avec les organisations internationales pour améliorer les conditions de santé et renforcer les systèmes de protection sociale. Madame Byanyima a salué les progrès réalisés par le Bénin dans la lutte contre le VIH-SIDA. Selon elle, le nombre d'infections a beaucoup diminué ces dernières années grâce aux actions menées dans le pays. Au cours des échanges, elle a souligné la nécessité de tout mettre en œuvre afin que les femmes et les filles très vulnérables soient scolarisées. Patrice Talon, le chef de l'État du Bénin, a réitéré son engagement à augmenter les ressources dédiées à la lutte contre le VIH-Sida, afin d'améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec ce mal. Stéphane Mound, nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Bénin, a présenté mardi dernier les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, Cheikhou Bakary. À cette occasion, le ministre et le chef de file de l'Union européenne à Cotonou ont évoqué l'excellente relation entre le Bénin et l'Union européenne, en l'occurrence les projets liés à la sécurité, la formation professionnelle, l'éducation et le développement. Durant son séjour au Bénin, il faut préciser que Stéphane Mound s'est engagé à poursuivre la riche collaboration
entre Bruxelles et Cotonou. Le successeur de Sylvia Hatlef présentera prochainement ses lettres de créance au chef de l'État béninois, Patrice Talon, conformément aux usages diplomatiques. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atrokbo, a procédé au lancement officiel de la deuxième édition du Festival de la jeunesse et de la musique FEGEM. Organisée par la Fondation Luc Setonji Atrokbo, cette édition va se dérouler dans 3 grandes villes, Cotonou, Boïcon et Parakou. Le reportage est signé Anaël Dou. Top départ pour la deuxième édition du Festival de la jeunesse et de la musique FEGEM. Organisé par la Fondation Luc Setonji Atrokbo du maire de la ville de Cotonou, ce festival rassemble la jeunesse autour de la thématique genre et développement. En plus de la ville de Parakou qui rejoint celle de Cotonou et de Boïcon pour le festival, plusieurs innovations sont au rendez-vous. Population de Sainte-Cécile, du 6e arrondissement de Cotonou, de Boïcon et de Parakou, que je remercie pour l'attention et le soutien au FEGEM. Je vous invite à profiter du 11 au 15 septembre 2024 des nombreuses articulations du FEGEM 2. 10 concerts, dont 5 à Cotonou, de ce jour à dimanche prochain pour le géant concert de clôture. Formation en informatique, bourse d'études pour nouveaux et anciens étudiants, marathon, jeux de société, jeux pour enfants, barbecue, village sur les bras, animation, initiation d'enfants au rythme traditionnel. Cette initiative a reçu le soutien indéfectible du gouvernement. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel d'offrir à la jeunesse un espace où elle peut s'exprimer librement, où elle peut questionner les représentations traditionnelles du genre. Ce festival est alors une réponse à ce besoin. Il offre une scène à ceux et celles qui, par la musique, abordent ces enjeux de manière créative, engagée et profondément humaine. Je vous invite à profiter donc pleinement de chaque moment de ce festival, à écouter, à ressentir et à partager. Je voudrais inviter les jeunes à s'intéresser également aux autres activités de communication du festival qui vous apporteront forcément un plus. Les partenaires principaux ont marqué de leur présence la cérémonie de lancement. Assalfo pour la Fondation Magisystème et Lionel Talon pour le centre communautaire EIA ont témoigné leur admiration pour ce festival. Le FEGEM n'est qu'à sa deuxième édition. Mais on a l'impression, parce qu'il y a des festivals qui sont même à 6 éditions, même à 10 éditions, qui n'ont pas cette mobilisation. C'est pourquoi à ce micro, je voudrais vous dire merci. Merci à tous pour vos contributions. Le FEGEM n'est qu'à sa deuxième édition, comme je l'ai dit. Il va falloir que dans 10, dans 15, dans 20 ans, nous venions tous témoigner de comment est parti ce festival. Parce que le Bénin est en train d'avoir, oui, je le répète, l'un des plus grands festivals d'Afrique. C'est un festival national qui ne s'arrête pas à Cotonou, qui a pensé aussi aux provinces, qui va à Boïcon, qui va à Parakou, qui va toucher tout le Bénin. Nous, au Centre EIA, nous sommes vraiment dans la dynamique de la promotion de la jeunesse et des talents de la jeunesse sous toutes ses formes. Et je pense que le FEGEM, avec la Fondation Magisystème, ainsi que la Fondation Luc Setonji Atrokbo, que ça représente vraiment les valeurs que nous voulons promouvoir au niveau du Centre EIA. Donc c'était tout à fait naturel pour nous d'être à notre petit niveau partenaire de cet événement. Le FEGEM est prévu pour durer jusqu'au 15 septembre 2024 dans les villes de Cotonou, Boïcon et Parakou. Les différentes personnalités présentes ont fait le tour des stands avant de laisser place au premier concert du FEGEM animé par Instime. Le Mpox, encore appelé la variole du singe, a désormais traversé les frontières, touchant des milliers de personnes à travers le continent africain. La crainte monte donc en Afrique face à ce mal viral. L'Agence de santé de l'Union africaine a activé son plus haut niveau d'alerte et a déclaré le mardi 13 août dernier une urgence de santé publique. Dans l'élément à suivre, Kanté Amoussou nous édifie davantage sur les symptômes de cette maladie et les dispositions prises par le gouvernement béninois pour protéger ses citoyens. On l'écoute. Le Mpox, communément appelé variole du singe, est un virus contagieux.
Il se caractérise par des éruptions cutanées. Apparu en Europe en mai 2022, il connaît une nouvelle flambée épidémique depuis l'été 2024. Le variant qui circule est jugé dangereux si bien que l'OMS considère la maladie comme une urgence de santé publique de portée internationale. Le 14 août 2024, l'Organisation mondiale de la santé OMS a déclenché son plus haut niveau d'alerte sur le plan international face à la résurgence en Afrique du virus Mpox, communément appelé variole du singe ou monkeypox. Selon l'institution, l'Europe pourrait connaître une augmentation des contaminations après la découverte d'un cas en Suède. N'importe qui peut attraper la variole simienne. Le virus se propage par des personnes, c'est-à-dire contact physique, baiser, relations sexuelles, les animaux, la chasse, les dépouillages, les cuissons, les matériaux aiguilles, textiles ou draps contaminés, les femmes enceintes qui peuvent transmettre le virus à leur enfant à naître. Les symptômes habituels de la variole simienne sont une éruption cutanée, de la fièvre, des maux de gorge, des céphalées, des douleurs musculaires, des douleurs dorsales, un manque d'énergie, un gonflement des ganglions lymphatiques. Chez certaines personnes, l'éruption cutanée est la première manifestation de la maladie, mais d'autres symptômes peuvent apparaître en premier dans certains cas. L'éruption cutanée commence par une lésion plate qui se transforme ensuite en vésicule pleine de liquide et qui peut être source de démangeaison ou encore de douleur. En guérissant, la lésion forme une croûte qui se dessèche et finit par tomber. Certaines personnes peuvent ne présenter qu'une seule lésion ou un nombre de lésions réduit, tandis que d'autres en ont des centaines voire plus. Elles peuvent apparaître n'importe où sur le corps, par exemple sur la paume des mains et la plante des pieds, sur le visage, la bouche ou encore la gorge, à l'aine et sur les organes génitaux. Pour l'instant, au Bénin, aucun cas de variole de singe n'est encore notifié en 2024, mais le gouvernement suit de près la situation. Le dispositif de riposte épidémiologique, qui est d'ailleurs en place depuis quelques années, est en train d'être renforcé et affiné pour un suivi millimétré de la situation. Fait de société dans cette édition, la déception amoureuse, qu'elle soit causée par une rupture, une infidélité, une trahison ou encore un amour à sens unique est toujours douloureuse. Quand elle se répète, elle a des répercussions pas bien sur la personne qui les subit. Il urge donc de trouver des moyens pour y remédier. Comment se remettre d'une déception amoureuse? À cette question répond André Aliounou, psychologue clinicien. Il est au micro de Fatoumbi Nasserine et de Fahmi Francis. On l'écoute. La déception amoureuse, c'est une rupture d'une relation amoureuse dans un élan de conflit et de, j'ai pas envie de dire de déception, mais de voir son espoir non abouti. Ce qu'on espérait dans cette relation, on n'a pas atteint l'objectif en fait. C'est pas une maladie incurable, c'est juste un changement de comportement. On peut très bien se remettre et on devrait se remettre pour notre propre bien. Parce qu'une déception amoureuse, il faut reconnaître, c'est pas que la faute du conjoint qui est parti ou de qui la rupture est arrivée. Donc, il faudra apprendre à savoir que l'autre qui vient, il ne faut pas faire de comparaison. Que ce soit la femme ou l'homme, il ne faut pas faire de comparaison dedans. Il ne faut pas penser que comme Is m'a trahi ou Is a dupé de ma confiance ou m'a dupé ou a abusé de ma confiance, tout ce qui viendra sera Is. Non. Donc il faut accepter, repartir de nouveau et éviter de... Si, entre-temps, la déception vous a entraîné dans des pathologies somatiques, je veux dire des maladies qui ont nécessité un traitement, suivez correctement le traitement. Mais tout est question de recueillement, de décision personnelle. Donc il faudrait accepter la chose et se dire, voilà, je vais repartir. Et d'ailleurs, la rémission fait partie, c'est-à-dire la rencontre d'une nouvelle relation vous permet de vraiment vous remettre et de savoir que tout est encore possible.
L'autre conseil que je peux donner rapidement, c'est que il faut vraiment s'investir dans la nouvelle relation. Il ne faut pas dire je vais rentrer dans cette relation à moitié avec des réserves pour que je ne me fasse pas encore piquer. Non. Si vous rentrez à moitié, vous préparez déjà un nouveau échec. Donc il faudrait repartir vraiment à zéro, comme si vous n'avez jamais été déçu. Et ce sont des décisions qu'on prend rapidement pour repartir, je pense que oui. Religion dans cette édition, le Mawloud signifie littéralement la naissance du prophète et est l'une des plus grandes célébrations et les plus importantes de la communauté musulmane. C'est donc la naissance de Mahomet, prophète de l'islam, qui est commémorée à cette date. Que comprendre de cette célébration? Plus de détails avec Bassirou Lassisi, islamologue professionnel et de la langue arabe, au micro de Francis Fahmi Nasserine Fatoumbi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né le 12 Rabiul Awwal, l'année de l'éléphant. Et cette date va coïncider la journée de dimanche par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam nous a enseigné que 3 fêtes. La fête de Ramadan, la fête de Tabaski et le jour de vendredi qui est une fête pour nous tous et que nous devons se conformer à ces 3 fêtes. Et c'est ça qui a amené d'autres à dire, est-ce que c'est une fête? La naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doit être fêtée ou bien doit être commémorée. Donc, ceux qui l'interdisent sont allés plus loin pour dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas commémoré sa naissance, n'a pas fêté durant sa vie. Et que ceux qui l'ont suivi, Abu Bakr radiyallahu anhu, wa Umar bin Khattab radiyallahu anhu, wa Uthman bin Affan radiyallahu anhu, wa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, n'ont pas fêté cette naissance. Et pourquoi nous aujourd'hui nous prenons le devant pour dire que c'est une fête et comment est-ce que nous allons la fêter ou pas? Nous entendons tous d'une manière générale que la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un bonheur pour nous. Oui, parce que ce bonheur, il a illuminé le monde, il a fait sortir les Arabes qui étaient dans l'obscurité vers la lumière. Nous sommes convaincus tous à l'unanimité que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un être qui est cher pour nous et que nous aimons tous. Mais est-ce que sa fêter sa naissance, traduit concrètement l'amour? Donc, ceux qui demandent de la fêter ont aussi leurs arguments. Que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même commémorait sa naissance parce que chaque lundi il jeûne. Et pourquoi on a demandé de jeûner? Et pourquoi on a demandé pourquoi tu jeûnes ce jour? Il a dit c'est le jour où je suis né et il le fait en titre d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parlons toujours du Mawloud. Quelles sont les attitudes à adopter pour une bonne célébration? Le professeur en langue arabe répond. Ce jour est vraiment important pour nous parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un être cher pour nous. Nous l'aimons plus que tous. Et c'est un être qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé avec beaucoup de miracles. Oui, bien sûr. Alors, si nous savons que c'est nécessaire pour nous de commémorer sa naissance, alors faites-le, ou bien faisons-le comme lui-même il a l'habitude de le faire. Il a l'habitude de jeûner tous les lundis. Il ne faut pas attendre que ça soit par an d'abord avant de se rappeler. Et si nous avons nécessairement vu l'importance de commémorer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faisons comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim tasliman. Allah a dit, moi et mes anges et moi faisons as-salat pour le prophète. Donc c'est le salut, demandez le salut pour le prophète. Et vous qui êtes les croyants, faites cela. Alors faisons cela.
et que ça rentre dans le cadre de l'amour que nous manifestons pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en dehors de cela, ceux qui voient qu'ils vont nécessairement s'organiser, rester dans une communauté pour le faire, alors qu'ils soient tellement très attentifs, qu'ils respectent les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas à nous de les juger, mais de leur dire, lorsque vous allez vous réunir pour cette commémoration, essayez de se rappeler d'Allah. Il ne faut pas fêter la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors que les heures de la prière se sont en train d'être cumulées sur vous et que vous ne les priez pas à l'heure. Il ne faut pas fêter ou bien commémorer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors que les femmes et les hommes se sont mélangés, ce qui est une base de notre religion, qu'il n'y a pas le mélange entre les hommes et les femmes, et nous avons cette pratique dans nos prières. Les femmes sont séparées et les hommes sont séparés. Et si nous commémorons la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, essayons d'éviter les musiques, comme nous l'avons l'habitude de faire, on tape les tam-tams, les gens dansent d'une manière à s'évanouir. Tout ceci ne sont pas dans les règles normales pour la religion islamique. Ce jour est important pour nous, c'est un jour glorieux pour nous. Nous nous contentons de cette journée. Nous sommes fiers de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais nous n'allons pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala par notre amour pour le prophète. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah, obéissez au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et suivez vos devanciers lorsqu'ils sont en train d'obéir à Allah et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous guide sur la bonne voie et nous pardonne nos péchés. Actualité hors de nos frontières, la justice malienne a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire des 11 cadres politiques arrêtés le 20 juin dernier. Les membres de déclaration du 31 mars qui rassemblent les partis réclamant le retour à l'ordre constitutionnel du Mali sont poursuivis notamment pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime. Ils s'étaient réunis, il faut le rappeler, dans un domicile privé alors que les activités politiques des partis et associations étaient officiellement suspendues dans le pays. Le juge d'instruction du tribunal de la commune 5 de Bamako a signé lundi dernier l'ordonnance de leur mise en liberté sous contrôle judiciaire, mais leurs avocats n'en ont eu connaissance que mercredi dernier. Ils ont dans la foulée appris la nouvelle aux 11 anciens ministres et dirigeants des partis emprisonnés depuis près de 3 mois. Et ces derniers sont contents, mais ils restent prudents, explique un des avocats. Réuni mercredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de reconduire les sanctions imposées au Soudan pour une durée supplémentaire d'1 an. Ce renouvellement intervient alors que le pays fait face à une guerre civile qui dure depuis plusieurs mois. Pour rappel, la résolution onusienne vise principalement à contrôler la circulation des armes au Darfour, une région historiquement instable. La cible également les individus, des entités considérées comme complices de violence et des atteintes aux droits de l'homme dans le pays. Les autorités soudanaises, quant à elles, accusent les puissances étrangères d'aggraver le conflit. Al-Harit, Idriss Al-Harit Mohamed, représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies, a dénoncé l'implication des Émirats arabes unis, estimant que ces derniers soutiennent les milices responsables des crimes de guerre au Darfour. Dernière information, hors de nos frontières, le procès des viols de Mazan a été suspendu jusqu'au lundi matin 16 septembre dans l'attente du retour de Dominique Pellico, le principal accusé dans ce dossier, malade depuis lundi et dispensé d'audience, a annoncé ce jeudi le président de la Cour criminelle de Vaucluse, Roger Arata. Si le septuagénaire était durablement indisponible, l'affaire serait alors renvoyée, a ajouté le magistrat, évoquant donc l'arrêt de ce procès entamé le 2 septembre dernier et prévu pour durer jusqu'en décembre prochain et son report à une date ultérieure. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.